merci pour cette invitation, pour voilà, présenter un petit peu les solutions pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc le constat et les chiffres clés ont bien été donnés par Laure. Effectivement, ça dresse un panorama qui peut laisser songeur. Face à ça, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement en tant que citoyens pour réduire ce gaspillage alimentaire. Donc du coup, plusieurs possibilités. Moi j'aurais tendance à dire, Laure a précisé dans sa présentation que nous, citoyens, finalement, on représentait que 19% du gaspillage alimentaire à la maison. Moi j'aurais tendance à dire, nous sommes effectivement des consommateurs et nous gaspillons à la maison, mais néanmoins nous sommes aussi responsables à travers nos choix alimentaires, du gaspillage alimentaire qui a lieu tout au long de la chaîne. Donc elle l'a expliqué, toute la chaîne de production, mais en fait on a bien vu que plus la chaîne de production est longue, en fait, et plus le gaspillage alimentaire est important à chacune de ces étapes. Donc finalement, à travers nos choix de production, à travers nos choix de production, nos choix de consommation, en fait, on a aussi un moyen d'agir très fort, c'est-à-dire que si je fais le choix d'acheter des carottes râpées, déjà râpées dans un supermarché, finalement je vais contribuer au gaspillage alimentaire, alors peut-être à la maison parce que je ne vais sûrement pas les trouver très bonnes, mais aussi puisque peut-être que la quantité que je vais acheter ne correspond pas forcément à mes besoins, et puis parce qu'au supermarché il y aura eu un certain nombre de critères qui se seront imposés, il y aura eu des problématiques potentielles de chaîne du froid dans les transports, de transformation, et il y aura eu des cahiers des charges très draconiens qui auraient été imposés aux producteurs. Alors que finalement, si je choisis d'acheter des carottes et de râper mes carottes, finalement, je vais limiter autant d'intermédiaires et du coup, je vais pouvoir contribuer finalement en amont à la réduction du gaspillage alimentaire. Et après, charge à moi à la maison de manger mes carottes en temps et en heure et de réduire effectivement le gaspillage alimentaire pour éviter qu'il termine dans ma poubelle. Mais voilà, en tant que consommateur, on est acteur et on a aussi en tant que citoyen, à travers ces choix de consommation, la possibilité de réduire au maximum la transformation des produits pour agir. Donc ça, c'est la première déjà façon de raisonner. Je vais essayer de vous dresser un petit peu un panorama des différentes solutions possibles. Donc vas-y. Encore, s'il te plaît. Ouais. Du coup, je vais essayer de reprendre un petit peu de manière un peu très générale dans un premier temps, puis après de manière peut-être un petit peu plus précise. Donc différents types de solutions. Alors, nous, à FNE, on a tendance à dire, effectivement, quand on parle de banque alimentaire, de retraitement du gaspillage alimentaire, c'est bien, mais le meilleur gaspillage alimentaire, quand on l'évite, c'est quand même d'être vraiment dans la prévention en amont. Et pour être dans la prévention en amont, nous, on a essayé de réfléchir à toutes les solutions possibles, pas que en tant que consommateur, mais un peu à toutes les étapes. Donc, au niveau de la production, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand on est... par exemple, on est élu et on est en charge des cantines scolaires, ou on est parent d'élèves en charge des cantines scolaires et qu'on est très impliqué. À ce moment-là, on peut aussi essayer d'influer pour faire en sorte que les aliments qui vont être distribués au niveau de la cantine fassent l'objet déjà d'un producteur local et qu'il n'y ait pas que les cahiers des charges qui soient présentés, présentés auprès du producteur soit le moins contraignant possible, c'est-à-dire que une carotte, on va peut-être pas refuser les carottes à deux branches, on va peut-être prendre toutes les carottes parce que finalement la carotte à deux branches est aussi bonne qu'une carotte toute droite. Ça c'est important. Alors vous allez me dire oui, mais ici on est à Toulouse et sur les cantines scolaires on ne peut pas faire grand chose puisque c'est la cuisine centrale qui dessert toutes les cuisines. Je suis venue aussi avec des petites fiches et des petits documents, donc n'hésitez pas à vous en saisir. On a fait un retour d'expérience de l'école de la Calandrette, la Calandrette de la Garonnette, où des parents d'élèves se sont mobilisés et ont fait une grosse opération d'appel à dons de crowdfunding pour essayer de réintroduire la cuisine, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus avec la cuisine locale, la cuisine centrale, il y a une cuisinière qui est dans l'école, ils ont remis toute la cuisine aux normes et donc ils ont la volonté très forte, ils sont avec des produits bio locaux de saison.
Par contre, pour être à coût constant par rapport au coût précédent, du coup, ils ne mangent pas de la viande à tous les repas, ce qui n'est pas non plus gênant d'un point de vue santé. Et donc, du coup, ils ont des repas qui sont très équilibrés, qui sont sains, qui sont bons et qui, en plus de ça, font travailler les producteurs locaux avec, on peut espérer, des normes de calibrage qui ne soient pas trop importants. Et donc là, en termes de réduction du gaspillage alimentaire, c'est pas mal. Comme je l'ai dit aussi, plus on va réduire la chaîne alimentaire, et plus on va réduire le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que si je vais être sur un circuit long, avec énormément de maillons de la chaîne, avec le producteur, le transporteur, la coopérative, ça va aller sur une plateforme de distribution, ça va aller après au marché d'intérêt national, qui va ensuite aller à la centrale de distribution. Enfin, voici. Plus on va avoir d'intermédiaires, plus on va avoir de transport, et plus dans ces transports, il va y avoir de possibilités d'avoir du gaspillage alimentaire. Au contraire, si on est sur des circuits courts, donc circuits courts, ça veut dire on va diminuer le nombre d'intermédiaires, on va du coup là diminuer la possibilité d'avoir du gaspillage alimentaire. Et nous, on aime à dire à FN Midi-Pyrénées, si on peut être du circuit de proximité, c'est encore mieux, donc d'être sur des circuits courts de proximité. Parce qu'on peut très bien être sur du circuit court en achetant des pommes directement en Argentine, et en même temps, on peut très bien être sur du circuit de proximité en ayant fait 10 intermédiaires différents pour acheter des pommes du Tarn-et-Garonne. Alors que si on achète finalement des pommes du Tarn-et-Garonne avec juste un intermédiaire, du coup on est sur des circuits courts de proximité, et là on y gagne parce qu'il y a moins d'intermédiaires, donc moins de risque de gaspillage, et moins de transport, donc là aussi moins de risque de gaspillage. En tant que consommateur, c'est à nous aussi, quand on fait nos courses, alors pas que à la maison, mais aussi quand on fait nos courses, essayer de ne pas non plus exiger des produits visuellement parfaits. Laure l'a bien dit, il y a des campagnes qui ont été faites. Moi, je m'astreins maintenant, quand je prends des fruits et légumes, de me dire, du coup, quand j'en prends 5, j'en prends un moche, je prends des normaux et j'en prends un moche, et je me dis, si chacun fait sa part, finalement, c'est autant de fruits et légumes moches qui vont rester en moins sur les bras du distributeur, et donc du coup lui il n'aura pas à jeter derrière, et donc du coup on contribue aussi à réduire le gaspillage alimentaire. Après, au niveau de la restauration, moi j'ai toujours cet exemple que je donne, quand on va dans des restaurants, on n'est pas choqué de voir des tailles de pizza ou des tailles de salade différentes en fonction de si on a une petite faim ou une grande faim. Pour autant, on est à Toulouse, vous allez manger un cassoulet, vous retrouvez toujours un plat pour 10, alors que vous êtes tout seul derrière votre assiette. Pourquoi est-ce que les cassoulets, les restaurateurs ne proposeraient pas qu'il y ait un cassoulet petite faim, un cassoulet moyenne faim ou un cassoulet grande faim? C'est des choses qui peuvent être adaptées, avec le prix qui est adapté aussi derrière, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être réfléchies. Ça se fait de plus en plus dans la restauration scolaire, où il y a justement le travail sur les portions données aux convives est aussi en train d'être mûri. Alors ça prend du temps, Il y a une évolution à faire aussi dans les mentalités des agents, puisqu'ils ont toujours peur que les enfants n'aient pas assez. Le problème c'est qu'ils n'aient pas assez, c'est qu'ils ont trop, justement. Et que parfois, quand certains enfants ont trop, ça les bloque aussi, et du coup, ils ne vont pas manger, surtout chez les petits. Donc du coup, il y a toute une réflexion, un cheminement d'idées à faire autour de la taille des portions. Il faut que j'avance parce que sinon je vais passer 1h30. Une fois qu'on a bien pensé à la réflexion de gaspillage alimentaire en amont dans la prévention, mais que quand même on se retrouve face à un certain nombre de déchets, à ce moment-là, potentiel gaspillage alimentaire, on va essayer de réfléchir à la réorientation vers la consommation humaine. Donc Auchan, c'est promouvoir le glanage. Donc Laure a parlé effectivement du gaspillage alimentaire qu'il y a dans les champs. En fait, ça peut être soit parce que l'agriculteur, le producteur est passé, mais ça peut être aussi, il y a eu une averse de grêle sur le verger, les fruits sont imparfaits, et du coup le consommateur le producteur va estimer que ça va lui coûter plus cher finalement de récolter ses pommes que de les vendre derrière, et donc du coup va faire le choix de ne pas les récolter. Donc du coup là ça peut être essayer de réintroduire la notion de glanage qui existait de manière historique mais qui s'est perdue ces dernières années, et donc du coup
Donc le glanage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est rentrer dans le champ, donc moi je vous invite à faire avec l'autorisation de l'agriculteur, après la récolte, puisque je rappelle que si on rentre dans les champs pour aller se servir avant la récolte, c'est du vol. Par contre, si on le fait après la récolte, c'est du glanage. On considère que l'agriculteur est passé à récupérer ce qu'il avait à récupérer pour lui vendre et vivre de sa production. Par contre, une fois qu'il a fini, on peut y passer et du coup récupérer, glaner. Juste notion glanage, grappillage. Le glanage, c'est dans les champs, donc on va glaner des oignons, on va glaner je sais pas moi, du maïs, des patates. Par contre, on va grappiller, petite point de vocabulaire, on va grappiller des pommes ou on va grappiller du raisin. Donc au niveau de la transformation, donc Laure tout à l'heure a parlé des pommes de terre, où il y a 10% des pommes de terre qui sont pour être jetées, mais dans l'industrie agroalimentaire ils n'aiment pas trop jeter parce que du coup c'est autant de pertes d'argent potentielles derrière, donc du coup ils les réintroduisent en les transformant en pommes dauphines, en poulet lyophilisé. Dans la distribution, voilà, c'est effectivement toutes les denrées qui sont potentiellement gaspillées, qui sont redonnées vers des associations caritatives. Et puis à la maison, c'est essayer d'accommoder les restes. Si on a des pâtes, on n'est pas obligé de remanger les mêmes pâtes le lendemain, mais essayer d'être un peu créatif et se dire, tiens, finalement, peut-être je peux faire tout un tas de plats à base de pâtes qui sont très bons, originaux et qui changent. Alors, je hiérarchise bien. En troisième séquence, c'est effectivement le détourner vers la consommation animale. Donc, je hiérarchise bien parce que certains me disent, oui, mais bon, si j'ai des poules, finalement, quelque part, je vais remanger les œufs de mes poules, donc c'est pas grave si j'ai des restes et que je le donne à mes poules. Non, l'idéal, ce serait de cuisiner dans les bonnes quantités, ou si jamais on n'a pas cuisiné dans les bonnes quantités, si on a des restes, de manger ces restes, mais effectivement de ne pas forcément donner aux poules. On donne aux poules des déchets non évitables. Voilà, l'idée c'est vraiment en troisième ressort, et si on n'a pas de poules ou si on a saturé toutes ces poules, à ce moment-là on va valoriser ça sous forme de déchets organiques, donc sous forme de compost ou de méthanisation. Ouais. Alors de manière très concrète, comment est-ce qu'on peut essayer d'agir? Ouais. C'est tout simplement des fois en rangeant bien son frigo à la maison. En rangeant bien son frigo, c'est regarder. Alors, il n'y a pas de recette miracle sur le rangement du frigo. Chacun a des frigos qui ont des modes de fonctionnement différents, donc je vous invite à regarder les zones de froid de votre frigo, ou peut-être à juste mettre un thermomètre en haut et en bas, mais sachez qu'il y a des zones de froid qui sont spécifiques et que, en fonction de la température, des produits se conservent plus ou moins longtemps. Typiquement, les légumes, on les met dans les bacs à légumes parce que la température est beaucoup moins élevée et du coup, les légumes vont se conserver plus longtemps, et inversement, des produits laitiers vont peut-être se conserver à une température plus froide, puisque ça va permettre de les garder plus longtemps. Mais si vous ne faites pas trop attention, du coup, les denrées peuvent s'abîmer plus vite. Typiquement, vous mettez des bananes au congélateur, au frigo, surtout pas, au frigo, c'est pas là où elles vont le mieux se conserver. Et les bananes, les tomates, là où elles se conservent le mieux, c'est quand même à l'extérieur. Et donc du coup, c'est essayer de réfléchir à des zones de rangement, et puis après, des choses toutes bêtes, mais j'ai l'impression des fois de refaire un peu des cours de ménage, mais nettoyer son frigo régulièrement, c'est très important. Donc nettoyer son frigo avec du vinaigre blanc. Donc certains me disent, je le nettoie toutes les semaines avec du Sanitol. Donc non, le Sanitol est un produit qui n'est pas comestible. Donc le frigo, il faut vraiment nettoyer régulièrement avec des produits comestibles. Donc le vinaigre blanc, c'est top. Pourquoi? Parce que quand on nettoie son frigo, du coup on va nettoyer les bactéries qui peuvent participer à la dégradation des produits qui sont stockés dans le frigo. Après, il y a des petites règles simples, c'est quand on revient de ses courses, qu'on a ses yaourts par exemple, et qu'on a déjà des yaourts qui sont au frigo, on va regarder les dates de péremption, et ceux qui ont les dates les plus longues, on les met derrière. Ça paraît tout bête, mais si tout le monde faisait ça, on n'aurait pas les 18%, je répète juste les 18% de produits non déballés et jetés qu'on jette chaque année, par personne. Ça correspond quand même à 7 kilos. Donc si chacun rangeait bien ses yaourts dans son frigo, et quand on a des produits qui sont un peu operculés, qu'on les rangeait un peu par date de péremption, peut-être qu'on n'aurait plus ces 7 kilos là et qu'on aurait déjà un beau progrès pour la réduction du gaspillage alimentaire.
Des petits conseils simples, c'est aussi de ranger ses restes dans le frigo, dans des boîtes hermétiques pour éviter que ça vienne contaminer le frigo et que ça dégrade plus rapidement les autres produits. Voilà. Encore. Des petites astuces, des choses assez simples, si tu peux avancer. Comment est-ce qu'on fait quand on va faire ses courses? Alors pareil, hein, j'enfonce un peu peut-être pour certains des portes ouvertes. Les gens ultra organisés, alors peut-être il y en a parmi vous, quand ils veulent faire leurs courses, font déjà l'état des stocks, donc placard, frigo, congélateur. De là, dressent une liste, font les menus de la semaine. Et ensuite vont faire la liste un petit peu des courses à réaliser. Alors les ultra organisés font même la liste par rayon et par ordre de cheminement dans le supermarché. Alors moi je parle de... je n'en fais pas partie. Mais déjà si on commence à faire une liste de courses et qu'on fait régulièrement l'état des stocks des placards, on se rendrait compte que finalement il y a des denrées qu'on pourrait faire tourner, avoir une rotation dans les stocks qui soit plus régulière et qui du coup inciterait à moins gaspiller. Il faut aussi avoir en tête que, j'ai oublié d'en parler, mais sur les dates de consommation. Savoir que quand vous avez une date qui est sur un produit, quand il y a écrit à consommer de préférence avant c'est une préférence, on vous laisse le choix. Donc si vous avez le choix, ça veut dire que vous pouvez le consommer après cette date. C'est juste que l'industrie agroalimentaire qui a produit ce produit-là, du coup, n'est plus en capacité de vous garantir que ça correspond à son cahier des charges de départ. Et donc le chocolat, peut-être qu'il va blanchir un peu, et vous ne pourrez pas vous retourner vers je ne sais pas quelle marque en disant « oui, mais mon chocolat, il a une tête bizarre ». Oui, mais il est toujours comestible. Voilà, donc ça, il faut avoir ça en tête. Et après, il y a des quantités de denrées qu'on peut manger, mais bien longtemps après la date qui est indiquée. Juste, faisons-nous confiance avec nos petits capteurs entre le goût, la vue, l'odorat. On a déjà pas mal de possibilités pour savoir si on doit manger le produit ou pas. Quand on va faire les courses, aussi faire attention aux promotions, parce que quand il y a des promotions, finalement, quand on a ça peut être tentant, mais si on n'a pas la capacité de bien stocker ou de manger les produits rapidement, finalement, on va générer du gaspillage alimentaire. Au restaurant, choisir le doggy bag, ça il faut vraiment pas hésiter, hein, ça se fait de plus en plus, les restaurateurs l'acceptent, et l'accepteront d'autant plus facilement que dans les années à venir, ils vont être amenés à payer au poids de leur poubelle. Donc finalement, vous leur enlevez une belle épine du pied si vous partez avec finalement vos restes de repas. Alors certains restaurateurs sont un peu frileux parce qu'ils ont peur que derrière vous retourniez contre eux si jamais vous avez un problème gastrique. L'idée c'est de se dire finalement si vous l'emportez, en fait vous êtes responsable de ce que vous emportez, hein. Vous ne pouvez pas vous retourner derrière le restaurateur. Bon, des petites astuces, alors je suppose que certains d'entre vous le font, la salade qui est toute molle et qu'on a tendance à vouloir jeter, du coup il s'agit juste de l'effeuiller, le mettre dans l'eau, attendre 30 minutes, pas plus parce qu'après c'est encore pire, 30-40 minutes et du coup elle revient à un tonus habituel, c'est avoir des idées de restes de pâtes, qu'est-ce qu'on fait avec des restes de pâtes, des gratins, des omelettes, des croquettes, il y a beaucoup de possibilités, il y a de plus en plus de sites internet qui permettent aussi d'avoir des idées là-dessus. Je vous ai amené des petits livrets de recettes anti-gaspi, à la fois pour du pain, mais avec aussi d'autres types de denrées. Après il y a aussi des idées, alors là c'est moins à la maison, mais c'est peut-être plus dans d'autres types de structures où pour autant il y a énormément de gaspillage alimentaire, c'est dans la restauration collective, c'est réfléchir, alors ça peut être fait quand on est, mettons, parent d'élèves, essayer de susciter un peu les réflexions sur le restaurant scolaire, essayer de réfléchir à la place du pain, est-ce que le pain est placé au bon endroit, parce que ça paraît tout bête, mais finalement quand on vient au self et que si le pain est au départ, on va spontanément, de manière totalement habituelle, on va prendre du pain, et même si on a un plat qui ne nécessite pas de pain, on aura quand même le pain sur le plateau. Alors que s'il est en bout de chaîne, finalement on va adapter sa consommation de pain à son repas. Donc du coup ça permet déjà de réduire de 30% le gaspillage alimentaire sur du pain, donc c'est déjà très important. Sur la taille des portions de pain, des petits gestes comme ça, c'est quand même très important. Donc adapter la taille des portions, essayer de faire en sorte que les petits puissent avoir des portions qui soient quand même adaptées et que certes les grands aient toujours
ce qu'il leur faut, mais qu'en fait ils se sont rendus compte que certains enfants, notamment les plus petits, quand ils avaient un steak haché complet, c'est trop pour eux et du coup ils vont pas le manger, alors que s'ils ont un demi-steak haché, finalement ils vont le manger en entier, ce demi-steak haché, alors que le steak complet ils n'iront pas toucher. Donc certes les parents parfois peuvent avoir l'impression d'être un peu, enfin, que c'est pas forcément très juste, mais finalement au final leur enfant mange mieux que si ces actions-là n'étaient pas mises en place. Inviter à le goûter, à faire vraiment pas mal d'animations autour du goût. Il y a des études qui ont démontré qu'il faut présenter jusqu'à 10 fois le même légume, le même plat pour que l'enfant apprécie. C'est pas parce qu'un enfant n'aime pas les épinards qu'il n'aimera jamais les épinards de sa vie. C'est en le proposant et en testant au fur et à mesure que progressivement il va apprécier. Et puis laisser la place pour se resservir. Si vous avez des questions...